Bonjour à toutes, bonjour à tous, Radio Axe, deuxième partie, puisque nous sommes pour ce dimanche au salon 100% local. Nous étions là hier et croyez-moi, on a reçu beaucoup de monde, mais il manquait les trois personnes qui sont en face de moi. Donc Malika, traiteur à ma gauche, Monsieur Patate qu'on ne présente plus devant moi, et à ma droite, Élise pour le 100% vrac. Je vais commencer par qui ? Qui veut prendre la parole le premier ? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Ah bah toujours. Il y en a deux. Élise ? Bonjour. Il y en a deux. Ça va, Élise ? Ça va et vous ? Ça se passe bien ? Eh ben, il fait beau. On est content d'être là. Alors, vous étiez là hier ? Non, j'étais en boutique hier. Ah, vous étiez en boutique. Alors, donc il y a une boutique et j'imagine aussi en ligne aussi peut-être, non ? Alors non, j'ai une boutique du coup en physique qui est juste à côté de la poste à Sartrouville, à 5 minutes d'ici. Ouais. Et donc l'idée c'est d'accueillir le client pour faire toutes ses courses du quotidien en vrac, donc ça veut dire en quantité à la demande et sans emballage superflu. Donc il choisit les quantités dont il a besoin pour éviter le gaspillage. Et il peut ramener ses contenants ou alors se servir des contenants mis à disposition à la boutique. Alors quel est le produit star ? Alors le produit star, ça dépend ce qu'on appelle. Il y a toujours un produit star. Il y a les produits coup de cœur comme on dit, les pépites de chocolat par exemple ou les mangues déshydratées, les mangues séchées. Qui sont des produits qui plaisent énormément et qui sont bien meilleurs que chez les concurrents. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça Pardon ? En fait, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a les produits ça en fait vrac. 2 ans et demi. Hein ? Enfin, ma boutique, elle a 2 ans et demi. Non, mais même cette mode, on va dire, qui j'espère ne va pas être une mode, parce que les modes, elles passent. En fait, en France, on est en avance par rapport aux autres pays. Donc, c'est un des secteurs où on est les meilleurs en Europe. On a à peu près 500 magasins en France en tout qui vendent du vrac. Donc le vrac est présent dans beaucoup d'endroits, pas que dans des épiceries. Même dans les grandes surfaces. Voilà, même dans les grandes surfaces. Ouais. Donc énormément de clients ont l'habitude d'acheter en vrac, même des fruits et légumes au marché, c'est du vrac. Et cette mode, comme vous dites, ça montait beaucoup dans les années 2018-2019, ça a été un très très gros marché. Là maintenant c'est un peu plus tendu et compliqué, mais c'est tendu et compliqué pour tout le monde. Voilà, exactement. On peut pas. Voilà. On va dire ça. Alors le concept, c'est quoi en fait le concept du vrac ? On vient avec son sac. Alors soit on vient, c'est ce que je vous disais, soit on vient avec ses bocaux, ses boîtes en plastique, ses sacs. Soit on a tout ce qu'il faut en boutique à disposition gratuitement. Donc moi je mets à disposition des bocaux qu'on m'a ramenés. Le client peut se servir dedans gratuitement. Alors moi l'idée, c'est de réemployer au maximum le contenant. Évidemment. Donc je ne sais pas si vous avez mon âge ou non, vous devez être un peu plus jeune quand même que moi. Moi à l'époque, ma mère, elle partait avec son panier faire les courses. Ouais, c'est vrai. Mais ça revient ça. Hein. Toutes les mamans sortaient avec leur panier. Mais oui, je pense que même au marché, tes clients, ils arrivent avec leur sac, oui. De plus en plus. C'est bien. On refuse même des emballages. Quand on veut donner un sac à nos clients, ils nous disent non, c'est bon, pas de sac. Ah d'accord. Ah, ouais. D'accord. Alors aujourd'hui au salon 100% local, comment ça se passe ? Eh ben moi je suis là en tant que bénévole du club des entrepreneuses en fait, parce que je fais aussi partie du club des entrepreneuses. Ah ravi, enchanté de. Et donc ravi, du coup, je viens soutenir les copains et les copines qui se tiennent leur stand ou qui animent, voilà. Donc on a des tours de bénévolat au club et donc je suis là pour ça. Alors ce bénévolat consiste en quoi exactement ? Il y a des bénévoles dans plein de domaines différents, donc il faut tenir le bar, il faut accueillir les personnes qui arrivent à l'entrée, il y a eu des bénévoles pour mettre en place les stands, il y aura des bénévoles pour démonter, enfin voilà, chacun a pris son tour. Donc moi je suis là pour cette casquette-là. Là j'y pense, j'ai pas eu mes tickets Nadia pour boire mes cafés aujourd'hui, j'ai pas eu mes tickets, je vais l'avoir. Faut voir avec Nadia. Alors monsieur Patate, qu'on ne présente plus. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien ? T'étais pas là hier ? J'étais pas là hier. Non, moi je suis sur Sartrouville jeudi, dimanche. Jeudi, dimanche. Ouais. Et le reste du temps à l'opposé. Alors, t'as été mis en avant pendant la guerre d'Ukraine, qui dure toujours d'ailleurs. Qui malheureusement dure toujours. Voilà, t'es parti... 14 fois. Waouh. 14 convois. Alors moi j'en ai fait 12. Il y a eu 14 convois via notre association et moi j'ai fait 12 allers-retours. Alors l'association c'est qui ? Alors l'association c'est les Patates du Cœur. Au début, que t'as créé toi ? Qu'on a créé avec Benoît Bouévan. Parce qu'au début c'était une initiative personnelle et puis comme ça a commencé à prendre de l'ampleur et il y avait un afflux de dons et financiers et matériels, on a décidé de se structurer un petit peu parce que sinon on ne voulait pas être embêté, on voulait donner un gage de sérieux, donc on a décidé de monter l'association, c'était plus pratique. Qui existe toujours d'ailleurs. Alors
l'objet de l'association, le premier objet c'est l'Ukraine, et puis après on la laisse un peu en stand-by là pour l'instant, on va voir ce que ça donne, mais voilà. Et en 2 mots, comment ça s'est passé le voyage? Les voyages, alors paradoxalement, il y a 3600 bornes aller-retour, mais c'est presque plus facile de faire l'aller-retour jusqu'à la frontière que d'aller en Bretagne. Tu vois pas le temps passer en fait, moi c'est fou. Je suis pas en routard plus que ça, hein, mais l'aller-retour vraiment tu vois pas le temps passer, tu es sous pression à l'aller de savoir comment ça va se passer. Quand on faisait les trajets, la plupart du temps, on a ramené des réfugiés au retour, donc c'est pareil, on est sous pression aussi que l'accueil en France se passe bien. Donc tu as tellement de choses en tête que tu réfléchis même pas, tu vois pas le temps passer. Ça se fait assez facilement, bizarrement. Bravo pour cette initiative. Pas de rien. Après, fallait le faire. Et surtout, en plus, il faut être courageux en fait pour le faire quand même. Ouais, alors après, dans un lieu en guerre. Oui, moi. Mais quand t'es parti, tu savais pas sur quoi t'allais tomber. Les premiers, on y était vraiment comme ça, faire au fusil, on savait pas. Mais tu sais, on n'a jamais mis un pied en Ukraine. Nous, à chaque fois, on s'est arrêté à la frontière, parce que nos contacts étaient à la frontière ukrainienne. On n'a jamais eu besoin de traverser la frontière pour aller en Ukraine. Et puis y aller pour faire la photo Insta, ça nous intéressait pas. Nous, nos contacts et notre réseau, ils s'arrêtaient à la frontière et eux prenaient le relais après derrière. Donc à chaque fois on s'est arrêté à Pchimich, voilà, c'est un bled à côté de Medica, c'est le nom imprononçable. Mais donc 1800 bornes aller, 1800 bornes retour. Jamais un pied en Ukraine, mais bon, on n'a pas besoin encore une fois, on n'a pas besoin d'y aller, quoi. C'est pas forcément nécessaire. Tu t'es quand même investi, tu as laissé ton boulot pour passer du temps. Voilà. Et le soutien, il a été... le soutien, il a été massif. Hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a créé l'asso. C'était incroyable. Les gens, ils se sont mobilisés comme jamais. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. On est parti d'une initiative, d'une idée un peu farfelue comme ça. Puis ça a pris de l'ampleur. C'était complètement dingue. La preuve, moi, on a entendu parler, d'autres en ont entendu parler, on parle encore maintenant. Alors qu'à la base, on ne voulait pas faire autant de ramdam, mais c'était... voilà. Alors, est-ce que maintenant, on parle de tes patates ? Alors on parle de mes patates. Bon après, tu sais, moi ça fait 17 ans que je suis sur le marché, sans prétention aucune. Bon, monsieur Patate, en même temps, comme disait Elise tout à l'heure, c'est assez facile à retenir. L'Ukraine, ça a mis un petit plus, mais j'avais pas besoin de ça si tu veux pour... non, je sais que t'as pas fait ça pour vendre plus de patates. Ça, on le sait pertinemment, il n'y a pas de problème. Mais la patate, comment t'en es venu à la patate ? Mais tu vends que de la patate ou patate, oignon, ail, échalote. Donc on devrait t'appeler patate, oignon, chalotte. Ouais, mais c'est long. C'est comme salade, tomate, oignon. Et alors ça va peut-être te surprendre, mais à la base je suis assureur. Non. Ah bon ? J'ai un BTS assurance, j'ai fait presque 10 piges d'assurance. Et ça m'a gavé de vendre des promesses qui n'étaient pas tenues par les compagnies, donc je me suis barré. J'ai posé ma dème et j'avais un client qui vendait des patates, je suis parti bosser avec lui. Qu'est-ce qu'il y a comme reconverti dans le travail, c'est incroyable. T'as des gens, ils ont des bacs plus, je sais pas combien, qui se retrouvent... Bac plus 2 et presque 10 ans d'assurance chez AXA. Dans une agence AXA, Alors c'était sympa, mais moi en fait j'étais le commercial qui vendait les promesses, mais elles n'étaient pas toujours tenues derrière. Ou quand elles étaient tenues, c'était au prix de nombreux tumultes. Mais là c'est pas pareil, tu tiens tes promesses, tes patates sont bonnes. T'as tout compris. Quand je leur dis ça c'est bon pour la purée, ils viennent me voir, c'était bien. Voilà. Alors est-ce que Malika achète des patates? Ça lui arrive, ça lui arrive. Elle prend des patates. Bah oui. Après je crois savoir le marché. Est-ce que entre vous échangez des produits ou alors Élise est cliente chez moi. Non, après on se connaît quoi. Voilà. Et Élise est cliente chez moi, elle était d'ailleurs une des porte-paroles de l'association Patates du Cœur. On avait fait faire des petits autocollants, puis elle se trimballe tout le temps en vélo parce qu'elle n'a pas besoin de voiture. Et puis sur son casque, elle avait l'autocollant carrément association Patates du Cœur, c'était rigolo. Et elle est cliente régulière, Malika de temps en temps aussi, mais je crois savoir que ton labo n'est pas à côté, donc c'est pas forcément pratique de prendre les patates là, et voilà. Une fois de temps en temps. Mais c'est bien, il y a un petit réseau qui... Ouais, mais ça c'est la force à Sartrouville. Tu sais, moi, Sartrouville, j'appelle ça Sartrou Village. Parce que c'est une grande ville, mais tu as l'impression d'être dans un village en fait. Alors, question importante, est-ce que vous faites partie de l'UCAPS? Moi, oui. Tous? Moi, je suis vice-présidente. Qui veut en parler, l'UCAPS? Faire un peu la promo de l'UCAPS pour dire voilà. L'UCAPS, c'est l'association des commerçants de Sartrouville, je le fais en cours. Et ce qui a été magique d'ailleurs avec l'UCAPS, ça se faisait déjà un petit peu avant le Covid et tout ce qu'on a connu, mais ça s'est amplifié avec le Covid. Et moi qui suis du monde des marchés, pas du monde des boutiques, Sartrouville c'est la seule ville en fait où il y a ça, où il y a une entente entre les commerçants boutiques sédentaires et les commerçants marchés non sédentaires. D'habitude on se regarde un peu en chien de faïence et c'est à savoir qui sortira l'épingle du jeu. À Sartrouville il n'y a pas ça du tout. Il y a une cohésion entre ces deux mondes qui d'habitude se côtoient pas et se parlent pas, c'est beaucoup plus sympa. Alors, pour qu'on comprenne bien, quels sont les avantages que les citoyens, les Sartrouvillois, peuvent tirer de cette fameuse carte des commerçants, l'UCAPS? C'est super simple à comprendre. La carte unique. Ils ont une carte unique, ça leur coûte rien, c'est $1, et à chaque fois qu'ils la présentent chez un commerçant partenaire, ils récupèrent 2% de leurs achats.
Alors quand tu vas faire des courses comme nous, hein, quand tu vois ton panier de courses et tu te dis tiens, je peux récupérer 2% de mes achats sans rien faire, juste en présentant ma carte chez les commerçants partenaires, c'est sympa. Et alors l'avantage de ça, c'est que au même titre que l'UCAPS, on fonctionne en réseau. Tu peux cagnoter chez moi, dépenser chez Élise ou l'inverse. Ouais. Tu n'es pas obligé de décagnoter à l'endroit où tu as cagnoté. Et Il y a des jeux concours aussi. Il y a des jeux concours d'ailleurs. Sur la fin de l'année, alors je ne suis pas au point là-dessus, mais sur la fin de l'année, il y a des beaux concours, il y a des beaux lots à gagner. Ouais. Il y a eu des voyages, Ouais. des bons d'achat. Il me semble qu'il y a 6 000 euros, il y a un lot à 6 000 euros. Oui, il y a un lot de 6 000 euros pour Pas Noël. connu, ouais. Et puis au-delà du lot de 6 000 euros, il y a des. Alors Isabelle pourrait en parler mieux que nous, mais il y a des lots, des tirages au sort tous les mois. Donc pour le mois d'octobre, il y a eu des gagnants. Pour le mois de novembre, il y aura des gagnants. Et pour le mois de décembre, il y aura cette fameuse. C'est une invitation à une soirée des commerçants. Donc on va les inviter à faire la fête avec nous. Alors, et puis il y aura un gagnant à la fin de la soirée qui gagnera 6 000 euros. Je vais m'arrêter sur cette soirée. Qu'est-ce qu'il y aura à cette soirée? Alors, je En ne vais gros, pas les est-ce que détailler. Non, mais en gros, il y aura quoi? Une Mais animation l'idée, musicale, l'idée, c'est de récompenser les clients qui auront cagnoté pendant ce mois de décembre. Ouais. Je ne sais plus si c'est un tirage au sort ou je ne sais quoi pour cette soirée. Et après, lors de la soirée, il y aura le gagnant qui sera désigné par tirage au sort pour gagner un lot de 6 000 euros. Et est-ce que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas une histoire de stationnement gratuit avec la carte? Ah non, avec la carte unique, non. Le stationnement gratuit, c'est 30 minutes gratuites de base pour tout le monde. On devait, mais ça a rien à voir ça a avec la été carte compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Alors c'est compliqué parce que le stationnement à Sartrouville, comme dans d'autres communes, C'est géré par du privé aussi? c'est des boîtes privées qui Voilà. le gèrent. Ah ouais, ça aussi, tu vois, je savais pas. Ah ouais. Comme on est en contrat, enfin la mairie est en contrat encore pendant 2 ans. J'ai pas les détails Si, je crois, du pendant timing, 2 ans. mais c'est des boîtes privées et eux ils sont là pour faire du pognon. Ouais. Après c'est Ouais. du business, hein, on va pas leur jeter la pierre. Ouais. Mais du coup après pour les communes c'est compliqué de mettre des opérations en place comme ça. Non, mais je pense que c'est important de parler de la carte parce que en ce moment, je vois pas trop de promos par rapport à ça. Hein. Ah ouais. Là, franchement, entre nous, je suis Ouais. à cause de la radio, ou grâce à la radio, je suis très souvent sur les réseaux sociaux. Et par contre, à un moment, on voyait beaucoup de promos sur la carte commerçante, mais en ce unique, moment, depuis quelques temps, je vois plus rien. C'est pour ça que Je c'est pense bien d'en que c'est une parler. carte qui est installée maintenant, elle est quand même relativement connue de la plupart des Sartrouvillois. Après, c'est sûr qu'il faut. Moi, j'en parle régulièrement aux nouveaux, mais sinon, j'ai jamais fait de stats. Mais il y a au moins 80% de mes clients qui ont la carte unique. Je fais des photos. Au moins. je suis Je pense que c'est au moins 80%. Et pour te dire à quel point ce système fonctionne bien, je suis sur les marchés à Sartrouville et à Villemomble. J'ai télétransporté le concept, j'ai invité la mairie de Villemomble à télétransporter le concept. Là-bas ça s'appelle la carte cœur de ville, mais le mode de fonctionnement est exactement le même. Ouais. Et on fait la même chose à Villemomble maintenant. Ouais. D'ailleurs, depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est ouais. bien. D'ailleurs, je crois que la personne qui a inventé cette carte. C'est Benoît. C'est Benoît Nojac. Benoît Nojac, ouais. Non, mais la conceptrice de la carte. Ah, c'est Brigitte Touvenin. Ah oui, que j'ai rencontré Voilà, qui est venue à la Radio Axe. voilà. Ouais. Brigitte Ouais, Touvenin avec Benoît Nojac, c'est Benoît. eux qui avaient eu cette idée-là. Voilà, et d'ailleurs, super. je crois qu'il avait eu des prix, Benoît, pour ça. Hein. Oui. Ah ouais. C'est- Alors, Malika, qu'on ne présente plus, ouais. le fameux food truck. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un food truck. Bah non, j'ai plus de food truck, c'est terminé depuis le mois de janvier. Ouais, c'est terminé, mais t'as tenu ça combien de 21 temps? ans. Oh la vache. Ouais. Ça n'a pas été un coup de cœur de... Bah si, ça fait bizarre. Hein, ça fait bizarre Ouais. quand même. Mais après, je croise toujours mes clients, donc je leur livre des plats le midi. Et mon activité principale, c'est faire le traiteur. Alors maintenant, le traiteur, comment ça se passe? Comment on te contacte? Qu'est-ce que tu peux Sur mes proposer? réseaux, beaucoup de bouche à oreille. Donc j'ai fait énormément de mariages, d'anniversaires. Je prépare des petits fours ou des plats que je livre directement chez le client. Et on peut dire de combien de personnes à combien de Ah personnes? oui, exactement. On peut de 10, 20 personnes, de 5 personnes à... De 5 personnes à l'infini, le 23... 800? Hein? Le 23, 800 personnes? Ouais, j'ai 800 personnes, ouais. Alors moi, je suis curieux de savoir comment tu fais pour préparer... Alors, c'est... Ça va, Richard? Donc j'aurai du monde qui va m'aider, hein, évidemment, Ouais. parce qu'il y a du salé et du sucré. Ça va être compliqué. En fait, il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai testé des produits si je pouvais préparer d'avance pour mettre en congélation. Il y a des produits qui Il faut aussi passent. tout le matériel, il faut Le matériel, je suis respecter équipée. la chaîne de froid, Ouais, il y a tout ça. J'ai une chambre froide. Le chaud, Voilà. conserver le chaud. Là, c'est que du froid. Ouais. Donc, ça demande énormément de vitamine C, en fait, à prendre. Rester debout. Elle va se doper. Voilà, ouais, je suis obligée. Ouais, parce que c'est beaucoup de boulot. Alors, Énormément. Tu ne t'arrêtes pas. Bon, Je travaille énormément. Je travaille Voilà. plus qu'avant
quand j'avais mon food truck. Ouais. Ouais, je reste énormément debout. J'ai des problèmes de dos, hein. Mais j'aime ce que je fais. Parce que je travaille pour un client, une commande, et je travaille à la commande. Tu ne te noies pas dans 10 milliards de commandes Ouais, pour dire attendez, je te fais attendre pendant que je fais la commande de l'autre. Voilà. Comme dans le bâtiment. Voilà. C'est ce qu'ils font dans le bâtiment. Il prend toi, il dit t'inquiète pas, dans une semaine c'est fini. Et puis le lendemain, il reçoit un coup de téléphone, il va sur l'autre chantier. Attends, excuse-moi, il pleut aujourd'hui. Je suis... Ah donc tu fais pas ça, c'est bien. J'ai des influenceuses qui m'appellent et puis bon, j'aime. Alors justement, je voulais te poser la question, Malika. Tu connais les réseaux sociaux, tout ça. Tu as beaucoup d'amis influenceuses. Comment ça se passe avec elles? Alors, généralement, ils m'appellent. Donc il y a Rebecca, notamment. Oui, j'ai fait Rebecca, l'anniversaire de Rebecca. Tu sais que je l'aime bien. Tu vois, c'est pas mon truc, hein, mais je trouve qu'elle a Moi, je l'adore. Elle a... Comment dirais-je? Après, il y a plein de choses qui se disent sur elle. Bon, enfin bref, on va pas en parler. C'est des rondir. On va pas en parler. Mais je trouve que c'est la seule... Je sais pas, elle dégage un truc... T'es obligé d'aimer cette personne-là sans la connaître. C'est une personne. Je sais pas si vous la connaissez. Non, ils connaissent pas. Vous ne connaissez pas du tout. C'est la première influenceuse algérienne, en fait. Okay. Qui vit en France, hein. Oui, mais qui vit en France et tout, et qui dit, qui est cash en fait, qui dit ce qu'elle pense et. Ah, elle est sans filtre. Hein. Très. Moi j'aime bien. Mais je trouve qu'elle a quelque chose, dégage, elle dégage un truc sympathique. T'es attiré, tu vois, même si moi ça m'intéresse, c'est pas mon truc, hein, honnêtement. Mais moi je l'ai approchée de près et franchement elle est très très gentille. Elle a des boutiques à la fin, elle a une boutique. Elle a une boutique, oui. Je vais la semaine prochaine, je vais. Alors justement, toi, dans ce milieu-là, comment tu évolues là-dedans? Parce que je sais qu'aujourd'hui, les influenceurs, notamment sur Sartreville, ils viennent, ils disent t'inquiète pas, je te fais de la pub, mais balance la sauce, quoi. Voilà. Il faut que tu payes. Parce que les influenceurs, ils gagnent très bien leur vie en faisant c'est leur fonds de la commerce, pub. Alors les influenceuses, quand j'ai fait pour Rebecca, j'ai offert mes services. Ça m'a fait énormément de publicité. Donc j'ai d'autres influenceurs qui m'appellent. J'accepte pas forcément parce que c'est énormément de boulot. Publicité, je ne veux pas dire que j'en ai pas besoin. Mais je préfère travailler avec... je travaille beaucoup avec des boîtes qui me sous-traitent, en fait, des boîtes événementielles qui me sous-traitent. Il y en a qui me... En fait, je préfère travailler avec des particuliers que... Tranquille. Ouais. Les influenceurs sont un peu... Alors, est-ce que... Dans les spécialités que tu fais, tu fais pour tout le monde, quoi, en fait. Alors, je fais pour tout le monde. Bon, il y a des mariages musulmans, il y a des mariages catholiques, il y a des mariages juifs. Le 16 décembre, j'ai un anniversaire, mais c'est que du kasher. Ouais. Alors, le kasher, je vais pas aller à Paris acheter ça. Je vais acheter à Sarcelles, parce qu'apparemment, il y a des boutiques et tout. Donc, il faut respecter. Au Barbier aussi. Ah, je savais pas. Ouais. Donc, il y a des choses à respecter, en fait. Bon, le lait, de ne pas mélanger. Bon, je connais tout ça. Oui, je fais pour tout le monde. Pour s'adapter. Il y a des personnes qui sont sans gluten, n'est-ce pas, Élise? Donc, voilà. On en a parlé beaucoup hier de sans gluten. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de sans gluten, qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui sont allergiques. Et Élise, elle ne prend pas de gluten. Allergiques au sans gluten. Parce qu'en fait, la raison elle est simple, c'est que ça vient du blé. Oui. Le blé qu'on mange aujourd'hui, ce n'est plus le blé qu'on mangeait il y a 20, 30 ou 40 ans. En fait, il a été modifié. Et c'est là que le gluten, qui a toujours eu dans le blé, est devenu un allergique. D'accord. Parce qu'en fait, le pain qu'on mange, tout est modifié. Ils ont tout. Et la base, moi, j'ai du mal à digérer le pain aussi. Hein. Là, on a plus de mal à le digérer. Il y a beaucoup plus de sucre. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à faire l'expérience. Prends du pain blanc. Prends la mie de pain. Et au lieu de le mâcher tout de suite et de l'avaler, laisse-la, mâche-le pendant au moins 20 secondes, tu vas voir, tu n'auras que le goût du sucre. C'est incroyable, hein. J'ai fait l'expérience, on m'en a parlé, tu sens vraiment le goût du sucre. Tu manges une baguette, c'est comme si tu mangeais 20 sucres. Ah ouais, baguette, le pain blanc, c'est comme si tu mangeais 20 sucres. Enfin bon, c'est ma petite... Je savais pas, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par rapport à ce salon, alors que ça marche, que vous moi je suis là en tourisme, je suis là en voisin parce que... Ouais, parce que les patates, tu vas pas les transporter... Si, non, mais ce matin il y avait le marché donc juste à côté. Alors, et puis comme il y avait le salon, j'ai venu faire un petit tour. Voir, finalement, il n'y a que Malika qui bosse aujourd'hui. Hein, sinon, qui bosse au salon. Mais là, tu parles du marché de Debussy. Tu sais que moi, j'ai connu le marché de Debussy. Tu pouvais pas te garer, tu pouvais pas marcher. Tu peux toujours pas te garer, mais c'est... Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde au marché de Debussy. Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de monde, mais ça, c'est partout pareil. Alors, tu vois, particulièrement aujourd'hui, il n'y avait pas grand monde. Et j'ai la chance d'avoir des collègues un peu partout en Ile-de-France, donc on essaye de se rassurer comme on peut et on passe des coups de fil quand c'est comme ça. Je suis désolé, mais quand tu compares au marché d'Argenteuil le dimanche, ouais.
Ouais. Malika, tu as été au marché Oui. Il y a du monde jusqu'à... Mais je crois savoir qu'au marché d'Argenteuil, depuis quelques temps, ils ont aussi d'autres problèmes avec le délégataire qui gère le marché là-bas. Ah bon. Et du coup, il y a moins de commerçants et de fait un peu moins de clients. Mais il y en a toujours plus qu'à Sartrouville, ça je suis d'accord avec toi. Mais il faut savoir aussi qu'à Sartrouville, la population a changé. Moi, ça fait 17 ans que je suis là. Et il y a 17 ans, quand je suis arrivé, il y avait une très grosse communauté portugaise, avec des familles avec 5, 6, 10 personnes à la maison, entre les grands-parents, les parents, les enfants. C'était 10 à table tous les dimanches. Ouais, il y avait beaucoup de Portugais. La structure familiale a changé. Et t'en as beaucoup qui sont retournés au Portugal. Et les anciens, ils sont retournés au bled. Ouais. Ouais. C'était le but. Hein. Ouais. Ils sont venus travailler en France, ils retournent au bled. Bon, c'était leur schéma de vie, il faut respecter. Parce que les anciens, ils mangeaient beaucoup c'était pas pareil, fait hein. maison. Tout à fait, ouais. Et les structures, C'est vrai que les habitudes de consommation, elles ont changé. Ouais. Après le Covid... Maintenant, c'est le vrac, c'est à cause du vrac. Non, parce que le vrac, comme disait Elise tout à l'heure, on est Non, dedans. Le marché, à la limite, Laurent, il fait du vrac. Hein. Je fais du vrac aussi, bien Voilà. sûr. Hein. Le client, il veut un oignon, il lui vend un oignon. C'est ça. Voilà, c'est tout. Ouais, C'est le du vrac même aussi. concept. Mais ça fonctionne toujours, hein, les marchés. Alors oui, il y a un petit peu moins de monde, mais bon, c'est pas non plus... Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça... Il n'y a pas un petit truc qu'il faudrait faire en plus Il n'y a pas de solution miracle. Après, faire revenir... tu sais, des fois, il vaut... ça fait peut-être un peu pour... Moi, excuse-moi, je parle pour toi, Malika. Des fois, il vaut peut-être un petit peu moins et mieux. Alors attends, moi, je sais que... autour de nous, moi j'ai des gens qui vont, par exemple, au marché d'Achères, et là qui vont dire, tiens, le marché d'Achères, il est plus cher que le marché de... Ouais. Alors, dans ce cadre-là, où se situe Debussy? On Cher, est pas cher? on est au milieu, vraiment. Il y a des marchés moins chers, il y a des marchés plus chers. Non mais c'est vrai, il y a des marchés où c'est pas cher, il y a des marchés où c'est très cher. Argenteuil, Sarcelles, c'est pas cher. Moi, je préfère acheter Je préfère privilégier le marché que le supermarché. Ah mais tu sais qu'à produit égal, moi je suis spécialiste de la pomme de terre. Alors quand ils font leur promotion à prix coûtant, nous on sait pas faire ça, on sait pas travailler à prix coûtant. Mais hors promotion, on est moins cher au marché qu'au supermarché. Hein. Je suis amateur de fromage. Ouais. Tu prends le fromage... Là, le fromage en ce moment, excuse-moi, un petit morceau comme ça de fromage, 7 €, excuse-moi. Va voir le prix du fromage à la coupe, je dis bien à la coupe. Hein. Tu prends le fromage à la coupe au supermarché et le fromage au marché, c'est moins cher au marché qu'au supermarché. Et tu peux prendre n'importe quoi, le comté, le brie, le camembert, le morbier, tout ce que tu veux. Ça va être moins cher au marché qu'au supermarché. À la coupe, j'entends bien à la coupe. Ouais. Si tu prends les barquettes toutes faites, les mentales sous vide ou des trucs comme ça, d'accord, c'est moins cher, mais tu bouffes de la merde. Ouais. Mais à produits comparables, c'est moins cher au marché qu'au supermarché. Vraiment. Alors, pour parler du vrac, est-ce que Alors, du excuse-moi, fait... mais depuis tout à l'heure, je vous entends pas, c'est peut-être ça le problème. Merci. Oui. C'est pour ça qu'elle crie dans le micro. Oui. Ah, chouette. C'est bon, Je suis avec vous. Excuse-moi, je suis désolé, j'ai pas. Par contre, elle entendait quand même tout ce qu'on disait. J'avais du mal avec Elle a une Malika bonne qui est un oreille. peu plus loin. En fait, Elle elle lit sur les lèvres. Elle a une bonne Peut-être. oreille. Alors, est-ce que le fait que tes produits soient en vrac sont moins chers que des produits qui ne sont pas en vrac? Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire qu'à qualité comparable, on peut avoir des produits qui vont être moins chers. Et en plus, les clients vont faire des économies en maîtrisant la quantité qu'ils vont acheter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas acheter 1 kilo parce qu'on leur a mis 1 kilo de pâtes dans un sachet. S'ils ont besoin de 500 grammes, s'ils ont besoin de moins, et du coup, ils vont pouvoir faire des économies. Et en fin de mois, ça peut compter énormément. Parce que, excuse-moi, moi, personnellement, j'ai été dans un magasin que je ne nommerai pas, qui est très connu, voir ce que c'était que le vrac quand j'ai découvert cette façon de consommer. Excuse-moi, j'ai vu les prix, j'ai dit merde, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de carton, t'as juste, tu peux remettre ton sac et c'est beaucoup plus cher que des produits... Alors non, il faut comparer du coup avec les produits de même qualité. C'est sûr qu'on va pas être moins cher qu'un produit marque Pouce ou marque Repère ou marque, je sais pas comment on les appelle, les premiers prix. Mais si on va avoir des pâtes Lustucru par exemple, donc une très belle marque française avec du blé français et fabrication française, qui vont être moins chers que les emballés. Je regarde régulièrement les prix en grande surface. Donc voilà, il faut comparer ce qui est comparable et pas se tromper de combat. Alors on dit aussi, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, on dit que c'est plutôt les bobos, entre guillemets, qui vont acheter pour se donner bonne conscience. Alors il y a une étiquette, oui, mais c'est quelque chose qui colle un peu à la peau. Alors est-ce que le public, le peuple d'en bas va acheter du vrac? Alors il y en a moins quand même. C'est difficile à dire. En fait, la majorité de mes clients sont des personnes engagées qui viennent régulièrement et qui cherchent à vraiment limiter le gaspillage, limiter les emballages et puis consommer plus responsable.
Après, voilà, il y a une partie, je pense, dans la tête d'une partie des gens où il y a encore cette étiquette bobo. Et donc ils ne se sentent pas forcément concernés par... C'est pas qu'ils ne se sentent pas concernés, ils aimeraient bien être concernés. Non, mais qui du coup pensent que c'est trop cher. Ils n'ont pas le temps d'être concernés parce qu'ils ont tellement de problèmes, ils sont tellement dans la merde. Non mais sérieux. Non mais c'est ça. Ils n'ont pas le temps de s'engager, même s'ils aimeraient s'engager. Du coup, je pense qu'il y a encore un public à trouver, clairement, hein, parce que comme je disais, il y a vraiment moyen de faire des économies. Moi, j'ai tous les jours des personnes qui passent en caisse et qui me disent ah bon, c'est tout. Parce qu'ils pensaient que ça allait être beaucoup plus cher. Donc il y a vraiment. Fallait le vendre plus cher là. Il y a vraiment. C'est tout. Excusez-moi, je me suis trompé. Il y a vraiment une étiquette du coup qu'il faut arriver à décoller. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Je sais pas. Il faut beaucoup de pédagogie. Il faut beaucoup de. Et donc. Il faut du temps. Il faut du temps. Et notamment, moi j'ai. En fait, pour changer ses habitudes, c'est pas facile. J'ai à peu près 80 épices. Ouais. Et si je remplis les pots Ducros, pour ne pas les nommer parce que c'est les plus connus, de curry ou de je ne sais quoi, je vais leur mettre du curry qui est bien meilleur que celui-là, qui est la marque Terre Exotique, qui est une très très bonne marque d'épices, avec un prix dérisoire, quoi. Donc il y a vraiment des produits sur lesquels il y a des bonnes affaires à faire. Et après, c'est aussi une démarche de venir acheter en vrac, c'est-à-dire de choisir de consommer différemment, c'est-à-dire de consommer peut-être plus local, alors pas local Île-de-France, mais local au moins avec plus de 70 produits français. Une partie bio, mais pas que, parce que ça nous permet aussi d'offrir des produits pas trop chers. C'est le bio aussi qui fait que ça peut être vu comme cher. Donc l'idée, c'est d'avoir un panel le plus large possible des produits du quotidien. Donc il y a plus de 800 produits du quotidien, donc en épicerie salée, sucrée, droguerie et hygiène. Donc il y a tout pour le placard en fait. Les seuls produits que j'ai pas, c'est les produits frais. Donc moi, je dis toujours à mes clients, vous pouvez faire vos courses chez moi et au marché, ça suffit. Chez Monsieur Patate. Chez Patate, chez les autres au marché, le fromage, et vous n'avez pas besoin d'aller à Carrefour ou autre, pour ne pas les nommer. Il y a tout ce qu'il faut. Donc moi je vais avoir les pâtes, le riz, les légumineuses, les épices, l'huile, vinaigre, je vais avoir des boissons, je vais avoir des fruits secs, des biscuits, du café, du thé, des céréales pour le petit déjeuner. Des jus. Pardon ? Des jus, non ? Des jus, j'ai des jus, j'ai des sirops, j'ai des bonbons, j'ai des confiseries, j'ai du chocolat. Farine, sucre, il y a tout. Voilà, il y a tout. Et après, pour la partie droguerie hygiène, il y a tous les produits pour nettoyer la maison et tous les produits pour l'hygiène corporelle, donc dentifrice, savon, un vrai supermarché, douche, en fait. voilà. C'est tous les produits du quotidien en dehors du frais. Et toi, Malika, le bio, ça te parle ? Dans tes commandes, est-ce qu'on te demande de temps en temps Non, moi je propose en fait. J'ai un grand jardin. Je cultive l'été des tomates. Des salades. Oui, parce que moi j'ai grandi avec ça. Ouais. Donc mes produits, je les utilisais déjà dans mon food truck. Ouais. J'ai pas des grosses quantités, mais moi je privilège en fait tout ce qui est des produits maison, fermiers, supermarché, c'est pas mon truc. Franchement, je préfère acheter au marché ou chez un petit primeur. Je préfère payer plus cher, hein. Mais au moins quand j'ai des tomates. Je parle de saison, moi j'ai des bonnes tomates. Ouais, et payer plus cher ou pas, hein, encore une fois. Tu sais, la vraie clé de ça, c'est qu'il faut absolument que les gens apprennent à regarder le prix au litre ou au kilo. Ouais, moi, je ça, c'est l'intérêt du vrac. Une fois que tu vérifies, alors du vrac et même du supermarché, du marché, de tout ce que tu veux, une fois que tu compares les prix au litre ou au kilo, tu comprends vite fait là où l'autre. Je vais te donner un exemple concret, je parle de moi. Oui. Moi, j'ai tendance à saler. Oui. Voilà, c'est une grave erreur de ma part, je le sais, mais bon, c'est comme ça. Tu vas le payer, hein, attention. Je vais le payer, je sais. Je me rappelle quand je mettais du sel, je mettais vraiment rien, j'avais le goût du sel. Ouais. Aujourd'hui, tu sais, le sel pas cher là que tu connais, voilà, t'as l'impression de vider le. Alors, en plus, vider le truc et il est pas, c'est pas salé. Alors attends, parce que c'est un truc de fou. Tu sais à qui tu parles. C'est vrai ou pas ? Attends, mais je vais t'expliquer quelque chose parce que je suis multicasquette. Mes grands-parents sont originaires de la presqu'île guérandaise, le sel de Guérande. Ah oui. Ouais. Alors quand tu achètes du sel de mine de merde qui est ramassé au tractopelle, effectivement, il faut que tu mettes le paquet pour le sentir. Je vends du sel de chez moi, de Guérande. Viens faire un tour au marché, 2 € le kilo, c'est moins cher que là-bas. T'en mettras un petit peu et tu verras que là tu vas le sentir. Ah mais t'es d'accord avec ça ou pas, ce que je viens de dire ? Mais ça vaut pour tout le reste. Tu mets du sel, tu sales, c'est vraiment plus ça. Et moi mes enfants ils me voient en train de saler, ils me disent papa mais ça vaut pour tout le reste. Et puis sans parler de tous les anti-agglomérants qu'il y a sûrement dans ces trucs qui du coup sont dégueulasses. Élise te parlait du curry tout à l'heure, c'est pareil, tu prends le curry du Cros ou tu prends du curry un petit peu plus raffiné, bah t'en mets moins. Et autre chose aussi, le poivre.
J'ai fait l'expérience oui. à la maison. Exactement. Mes enfants m'ont dit, papa, tu mets trop de poivre, mais regarde ce qu'il y a dans le poivre. Donc, elle a pris une espèce de filtre. En fait, t'as des petits cailloux dedans. Ça fait Bien sûr. rêver, hein. Et apparemment, c'est pour le poids. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits cailloux, ça fait du poids dans le truc. Et il y a moins de poivre. C'est un truc de fou. Et c'est la vérité. On a filtré le poivre, il y avait plein d'espèces de... On mange de la merde en fait. Ah, non, mais c'est- Business. Donc effectivement, il vaut mieux mettre un peu plus. Et vous voulez ajouter quelque chose, chers amis, Céline, Monsieur Patate? Alors ouais, moi j'ai ajouté juste un petit mot pour faire un petit flashback 3 ans en arrière. Ça tombe bien que je te vois, moi je voulais te remercier Bah, tu la m'as Radio livré Axe. une fois pendant le Covid, je me Ouais, rappelle. je me rappelle, ouais, très bien. ouais, tout à fait. Et justement pendant le Covid, Radio Axe a fait beaucoup pour les petits commerçants et le petit commerçant que je suis. Donc ça me fait plaisir de te voir et, Bah, écoute, et de te remercier. Alors au nom de mes collègues, parce que je suis pas tout seul, vous avez fait pas mal pour nous. Ça a permis tout à chacun, alors soit de se faire livrer, soit de nous de pouvoir livrer et continuer à bosser. Ah, c'est Donc, cool. voilà, un grand merci à toi, un grand merci à Franck et Philippe aussi qui Ouais, fait ouais. une émission tous les Ouais, soirs ouais. avec Arnaud, je crois. Ouais, c'était ça, ouais. 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 Et Comme ça, en ouais, direct, c'était vraiment c'était sympa. en direct ouais, tous les c'était soirs. c'était Ouais. une expérience parmi d'autres, mais c'était une belle expérience humaine. Ouais, 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 c'était ouais, cool. c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Merci à Céline. toi. Élise. Élise, pardon. Céline. Non, parce que je pensais, dis-moi Céline. Dis-moi Céline. Ah, il y a d'autres chansons avec Élise, mais bon, on va pas Élise, parler de ça. Élise et moi. Stop. Pierre Grocola. On va redonner l'adresse Day de la by boutique. Day, Day by mon Day. épicerie en vrac, Ouais. au 23 avenue Jean Jaurès, donc Voilà. juste à côté de la Poste, au Voilà, centre-ville. super. Voilà. C'est ouvert tous les jours? Du lundi au samedi, alors le lundi et le jeudi que l'après-midi, mais sinon tous les jours, sauf le dimanche. Monsieur Patate, on te retrouve au marché quand? Tous les jeudis, tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Même s'il fait très très froid. Même s'il fait très très froid, même quand il y a la tempête. Ah, d'accord. Ouais. Ok, c'est bon. Je suis Malika? Bah, tous les jours sur Instagram, TikTok ou Facebook. Alors qu'est-ce qu'on tape pour... Chez Malika Traiteur. Il y a un numéro de téléphone? Oui, 06 18 19 18 40. Vous tapez chez Malika, de toute façon à Sartrouville, vous me trouvez, tout le monde me connaît. Vous allez à la porte chez Malika et vous tapez. La Elle porte. vous invitera à manger à la maison. vous invitera. Et pour te remercier, je te ramènerai des pâtisseries. Ah, Voilà. j'y compte bien, Malika. Merci beaucoup. Et du café. Merci. Merci à tous les trois. Merci à toi. Merci. Bonne continuation. Merci à toi. Ciao. Bonne Merci journée, beaucoup. au revoir. Ciao. Au revoir. Deuxième jour donc au salon des entrepreneuses de Sartrouville. Nous sommes le dimanche 19 novembre, on est en milieu d'après-midi. À noter que la météo est beaucoup plus clémente qu'hier, mais ça n'empêche pas les gens de venir nous voir, de venir se promener dans les allées, de découvrir des activités, découvrir des produits nouveaux et de découvrir aussi des métiers dont on n'entend pas forcément souvent parler. C'est le cas de Sepideh Hassanzadeh. L'ai-je bien prononcé ? Oui, c'est bien ça. Voilà, tu es d'origine iranienne, on en a Exactement. parlé un peu tout à l'heure. Et alors tu as décidé de te tourner vers un métier qu'on ne connaît pas vraiment, c'est la calligraphie. Oui, Alors quand est-ce que t'es venue cette envie de te tourner vers la calligraphie? On ne peut pas dire que ça soit un métier qui est tourné vers la modernité, c'est plutôt tourné vers le C'est passé. vrai. Alors qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? c'est vrai. Alors moi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu m'initier à la calligraphie. Je me suis toujours dit, il faut que je teste ça. J'ai trop envie. Donc un jour, on m'a offert, à Noël d'ailleurs, une initiation à la calligraphie, une journée. Donc j'ai fait ma journée. Ça se passait où? C'était sur Paris, à la Maison de la Calligraphie. Ah, il y a une maison de la Oui, calligraphie il y a à une Paris. Maison de la Calligraphie, On sait où exactement. c'est? Tu sais où c'est? Tu peux nous donner l'adresse, à peu près Je pense que c'est dans le 9e, sur Dans le Paris. 9e. D'accord, à voir, hein. Maison de la calligraphie. C'est ça. intéressant, ouais. Et ils font plein de stages, plein d'initiations, découvertes, etc. Donc moi j'ai fait une journée et j'ai adoré. Coup de foudre. Coup de foudre, exactement. Ça n'avait Et, rien à voir avec la calligraphie jusque-là. Oui, c'est ça. Alors de base, j'aime beaucoup dessiner. Je suis un peu, voilà, j'ai une Ça aide. sensibilité artistique, etc. Donc voilà, j'ai mes centres d'intérêt un peu là-dedans. Et cette journée-là, j'ai vraiment adoré. Et après, j'ai continué à faire des stages, des journées par-ci par-là, toujours à la Maison de la Calligraphie. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai tellement adoré que je me suis dit, j'ai trop envie d'essayer de professionnaliser ce loisir. Cette activité. Voilà, On utilise- exactement. Voilà, on en fait de sa passion, on en fait un métier. C'est ça. Parfait, hein. Et donc tu as sauté, tu as pris la décision. Ça remonte à quand cette décision? cette décision, l'année dernière.
Ah, c'est tout frais alors. C'est tout frais. Je me suis dit l'année dernière, je me suis dit, je vais tenter parce que j'aime tellement ça que je me suis dit, il faut tester parce que si je teste pas après je vais regretter. Donc je me suis dit allez, je me lance et voilà. Et donc on va un petit peu en parler de la calligraphie, de ces différentes déclinaisons, mais auparavant j'aimerais quand même que tu nous parles du métier que j'allais dire que tu faisais, mais que tu le fais encore, puisque tu fais 2 métiers en parallèle. Quel est ton premier métier chronologiquement ? Voilà, alors mon premier métier, je suis ingénieur, dans un centre de recherche qui travaille sur les thématiques du traitement de l'eau et des déchets. Et j'avais vraiment envie que tu nous parles un petit peu de ça. On fera une petite parenthèse là-dessus. Oui. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on a un peu la fibre écolo à Radio Axe. On aime bien parler de ces sujets qui sont récurrents et qui sont dans l'intérêt de toute la communauté en fait. Oui. Donc l'eau, c'est un sujet qui est très très compliqué en ce moment, depuis quelques années. À savoir qu'on a des problèmes de sécheresse qui sont de pire en pire chaque année. Est-ce que tu as pu les constater dans le cadre de ton métier ? Oui, carrément. Et puis moi, je travaille dans le centre de recherche. Donc c'est là où on essaie justement de trouver des solutions aux problèmes qu'on a sur les usines. Donc on est très très au courant de toutes ces problématiques de raréfaction de l'eau, de pollution de l'eau. Et après tout ce qui concerne les déchets aussi, comment traiter nos déchets, quoi en faire, comment les recycler. Donc on est très à l'écoute de toutes ces problématiques et surtout pour essayer de trouver des solutions innovantes pour pallier à tous ces problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui, quoi. Tu fais ce métier depuis combien de temps ? Ça fait 10 ans. 10 ans, donc tu as quand même pas mal de recul par rapport à ça. Est-ce que tu as noté que la situation devient de plus en plus difficile depuis 10 ans ? Clairement. Et pourtant 10 ans, c'est pas énorme dans l'histoire de l'humanité. C'est pas énorme, mais là on le sent très bien sur les dernières années, rien que la raréfaction dans l'eau. Dans le sud de l'Europe, par exemple, les pays l'Espagne, l'Italie, etc., c'est des pays où vraiment l'été, ça commence à devenir très très compliqué. Et ça commence à être le cas dans le sud de la France, par exemple aussi. Et alors, quelles sont les différentes solutions préconisées justement par les professionnels de l'eau comme toi ? Nous, de toute façon, ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver de nouvelles sources pour faire de l'eau potable, en fait. C'est ça, et c'est pour ça qu'on se tourne beaucoup sur l'eau de mer et qu'il y a énormément de projets de recherche qui consistent à essayer de voir comment faire de l'eau potable avec de l'eau de mer. On sait déjà désaliniser l'eau de mer depuis longtemps. Depuis longtemps, mais par exemple, on ne sait pas quoi faire des rejets. Des rejets, c'est-à-dire des vapeurs ? Non, en fait quand on filtre de l'eau de mer, on a d'un côté de l'eau propre et de l'autre côté on a tous les sels concentrés. Ah oui. Donc ça, il faut savoir quoi en faire. Donc quand on est proche de la mer, on peut rejeter loin dans la mer, diffuser et ça se dilue et du coup l'impact est minimisé pour l'environnement. Mais quand on est dans des grandes villes, rejeter dans des fleuves, c'est... Oui, c'est pas intéressant parce que les poissons seraient pas d'accord. Même pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Et exactement, et pour l'environnement, c'est pas aujourd'hui. Donc vous recherchez des nouvelles sources. Voilà. Alors, est-ce que vous recherchez aussi un petit peu à l'ancienne avec le sourcier et son bâton, c'est-à-dire des sources souterraines ? Non. Est-ce que c'est encore Non, c'est surtout on cherche à comment traiter de nouvelles sources. C'est-à-dire des sources qu'on n'utilisait pas avant pour faire de l'eau potable. Là, on pourrait utiliser de nouvelles sources. Mais il faut savoir du coup comment les traiter. D'accord. Alors dans un sens, on cherche à obtenir plus d'eau, mais est-ce qu'il n'est pas aussi urgent de nous apprendre à nous-mêmes comment en utiliser le moins possible ? Ça fait partie Là aussi, je pense qu'il y a pas mal d'idées à donner à nos auditeurs, par exemple. Oui, bien sûr. Ça, de base, limiter au maximum sa consommation d'eau de tous les jours, ne pas laisser le robinet d'eau couler. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de choses qui existent pour la robinetterie, pour essayer de justement économiser de l'eau. Ça te permet d'envoyer plus d'air que d'eau dans le robinet. Du coup, comme ça, on a toujours un super débit, mais en limitant la quantité d'eau, par exemple. Ah oui, ça porte un nom, ça... C'est Hoopla. Moi, je connaissais cette marque-là, que d'ailleurs, j'ai mis chez moi aussi. Mais ouais, il y a plein de choses qui existent comme ça pour essayer de limiter
limiter sa conso d'eau. En Et fait. donc ça marche bien. Ça marche bien. Très bien. Ouais. Bon, bah alors voilà, on rappelle le nom du gadget. Je crois que c'est Hoopla. Hoopla. Donc c'est un gadget qui nous permet de garder la même sensation de débit d'eau tout en divisant la note d'eau. Ouais, je sais plus c'est en combien. tout cas, en la réduisant sensiblement, ouais. c'est toujours ça de gagner. Exactement. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse écolo, parce qu'il y en a toujours à Radio Axe. Maintenant, on va se tourner vers ton métier de calligraphe. Donc la fibre artistique, c'est ça. Frappé, exactement. J'ai toujours eu cette fibre artistique, mais tu faisais donc du dessin, Oui, c'est ça. J'ai toujours fait un peu de dessin, peinture. Voilà, j'ai un peu touché à tout, et puis voilà, la calligraphie, ça a retenu toute mon attention. La calligraphie t'est tombée dessus. C'est ça. Et t'as pas pu y résister. Alors tu as créé ta boîte. Exactement. En tant qu'auto-entrepreneuse. Ça s'appelle Sepicali. Alors petite explication, tu t'appelles Sepidé. Tu fais de la calligraphie du coup, Sepicali. Exact. Et c'est comme ça qu'on peut te joindre par Instagram, SEPICA2LI. Exact. Voilà. Alors, on redonnera évidemment ces coordonnées à la fin de notre dialogue. Est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait de ce qu'est la calligraphie? Déjà, à quoi ça sert? Alors, la calligraphie, c'est l'art de la belle écriture. Donc, c'est l'art de former des lettres. J'ai pu vérifier ça en visitant ton stand. Évidemment, c'est pas très radiophonique comme activité, mais je peux vous dire que là je m'adresse aux auditeurs. Au niveau de l'esthétique, il n'y a rien à redire. Voilà, donc c'est vraiment former de jolies lettres et l'utiliser pour transmettre en fait de l'émotion à travers ce qu'on écrit, donc par exemple pour partager un mot, offrir un mot, un joli poème. Mais surtout, moi ce que je propose, c'est la prestation pour les mariages, la papeterie de mariage, pour décorer les tables de mariage, la papeterie du jour J, le plan de table, les marque-places, les menus, les invitations, etc. etc. Donc je fais principalement mariage, mais ça peut être tout type d'événement. Oui, ça peut être un baptême. Ça peut être un baptême, un anniversaire. Voilà, une fête familiale, quelle qu'elle soit. Exactement. Donc une partie, vraiment papeterie événementielle. En plus, c'est sympa parce qu'on peut ramener la petite carte chez soi et garder petit. C'est ça, en général, souvenir. Les gens ils ramènent leur petit marque-place calligraphié, ils gardent en souvenir. Donc ouais, c'est toujours très sympa. Et l'autre type d'activité que je développe aussi, c'est tout ce qui est décoration de vitrine pour les boutiques. Parce que je peux aussi, je fais de la calligraphie, donc sur papier évidemment, mais aussi sur tout type de support. Donc ça peut être des panneaux, ça peut être des vitrines, ça peut être les murs. Donc pour tout ce qui est boutique et commerçant, c'est une vraie valeur ajoutée et un vrai visuel pour attirer les clients. C'est-à-dire que si je me lance dans la boulangerie, ce qui a peu de chances d'arriver, mais voilà, j'ai besoin d'une jolie devanture, un petit peu à l'ancienne, avec ce caractère, parce qu'on a parlé aussi des différentes typographies que tu utilises. J'ai envie d'une typographie, comme Art déco 1900, ça serait possible ça? Bah oui, carrément. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on peut tout adapter à l'envie, aux besoins du client. En fait, après c'est un mélange de dessin et de calligraphie, et en fait, on peut faire plein de choses. Voilà. Et quelles sont les calligraphies que tu préfères, vers lesquelles tu es le plus attiré? Alors moi, j'aime beaucoup la calligraphie anglaise, et c'est ce que j'utilise le plus sur papier en tout cas. C'est ce que je trouve qui a le plus de charme et d'élégance. Mais après, il y a tellement d'autres calligraphies latines. C'est principalement celle que je connais, même si je commence à me former à la calligraphie arabe. Et persane aussi, oui, c'est les mêmes principes, c'est ça. C'est le même alphabet en fait. Exactement. Arabe, persan, c'est mais le même les prononciations de lettres sont pas du tout la même. C'est ça. Voilà, mais l'écriture, c'est ça, c'est vraiment la même base. Et les mêmes lettres. Il y a une lettres. façon de calligraphier en arabe et une façon persane de calligraphie. C'est pas du tout les mêmes techniques de calligraphie peut-être. C'est très proche. C'est très proche. Donc voilà, donc il existe de la calligraphie à la plume, une calligraphie au calame. Il y a différents types. Oui, le calame, c'est une espèce de tige de roseau en fait qu'on coupe en biseau, qui permettent de faire la calligraphie arabe surtout et persane.
C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez des roseaux parce qu'il n'y a pas d'autres En fait, instruments qui permettent historiquement, c'était d'obtenir comme ce ça. résultat. Et en fait, moi, j'ai appris comme ça aussi. Donc, Et on reste dans la... et je suis sûre qu'il doit y exister des outils modernes aujourd'hui qui permettent de remplacer ça. Mais toi, moi, tu j'ai appris utilises comme ça. encore le roseau. Oui. Et tu as entendu parler sans doute de la calligraphie japonaise, Oui, asiatique. aussi, Qu'est-ce que oui, t'en c'est penses de vrai, ça c'est vrai. Alors, j'ai jamais testé. C'est encore tout autre chose. Là, je sais qu'ils font beaucoup au pinceau, c'est encore d'autres outils, etc. Donc, vraiment, chaque calligraphie a ses codes, ses outils, voilà, ses règles en fait. Donc, on va essayer de faire de la calligraphie gothique. Ah oui, celle-là, je l'adore. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, j'adore. Et on a l'impression d'entrer dans un univers différent, sauf que moi, j'étais pas doué. Donc, malheureusement, j'ai pas beaucoup progressé. Et donc, voilà, est-ce que ce sont a priori des calligraphies, tu dis pas calligraphie d'ailleurs, tu dis des typographies. Alors la calligraphie, c'est l'art de dessiner des lettres. Oui, voilà. Et en fait, c'est des polices de caractères, c'est de la typographie. Et ça, c'est un vrai métier. Typographe, c'est les personnes qui créent en fait des polices d'écriture. D'accord. Et ça, c'est un métier. Et quelles sont les prochaines polices de caractères vers lesquelles tu penses te tourner? Ah bah déjà. En calligraphie latine, je connais un peu la gothique, mais j'aimerais bien me perfectionner là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'anglaise, je fais de la chancellerie, qui est un peu l'historique de notre écriture italique. Ouais. Donc la gothique, ça sera la prochaine que j'aimerais vraiment perfectionner, parce qu'elle est vraiment belle et on peut faire énormément de choses avec. Et ça, tu pourras retourner à la maison de la calligraphie pour ça? Ils font toutes les polices de caractères? Franchement, ils en font beaucoup. Ouais. Ils font beaucoup... Et ils forment des gens au métier de calligraphe? Alors, je ne sais pas s'ils forment, mais en tout cas, il y a des cours. Il y a des cours hebdomadaires, si on veut. Il y a des stages. Ça aboutit sur des diplômes? Est-ce que ce sont des formations diplômantes? Non, ce n'est pas des formations diplômantes. Non. Après, il y a des écoles spécifiques, les beaux-arts, etc., qui peuvent te former et te donner vraiment une formation diplômante sur ces métiers-là. Mais, quelles sont les encres que tu utilises? Et comment, de quoi sont-elles faites? Alors les encres, moi j'utilise des encres végétales. Ah, comment ça se fait des encres donc végétales? En fait, alors je sais pas vraiment le processus de fabrication, mais j'essaye. Ah oui, ça c'est aussi un autre point important qu'on peut discuter, c'est que j'essaye toujours d'utiliser des matériaux un peu écolo, responsables, éviter d'utiliser. Ça nous fait plaisir à Radio. Donc c'est ça, le papier que j'utilise, c'est toujours du papier éco-sourcé, recyclé, ensemencé. Donc j'essaie vraiment. Qu'est-ce que c'est que du papier ensemencé? Le papier ensemencé, c'est du papier recyclé. Et au moment de la fabrication, on y insère des petites graines. Donc si un jour tu veux. Décoratif? Non, pas du tout, parce que en fait, en gros, c'est à la fin. C'est si tu ne veux plus, si tu veux jeter ce papier. Ne le jette pas à la poubelle, tu peux le replanter dans de la terre et ça fait des fleurs. Le papier se dégrade et les graines font des fleurs. Et font quelles fleurs? Après ça dépend, peu importe. Moi en général je prends des fleurs sauvages, mais après il y a plein de types de graines. C'est formidable ce truc-là. Bah ouais, c'est génial. Donc j'essaie évidemment, toujours. J'imagine que c'est pas donné du papier comme ça. Oui, c'est sûr, c'est un peu plus cher. Forcément, forcément. Ça c'est aussi le. Ça t'est déjà arrivé de replanter du papier ensemencé? Oui, j'ai testé chez moi, carrément. Tu viens de Chatou? Oui. T'as un petit jardin là-bas pour replanter? Non, j'ai pas de jardin, j'ai mon petit balcon, mais ça suffit. D'accord, bien voilà, on a appris plein de choses en très peu de temps grâce à Sepideh Hassanzadeh, qui est calligraphe et qui propose ses services, entre autres pour les mariages, les baptêmes. On va peut-être pas dire les enterrements, mais ça pourrait. Oui, ça pourrait. Mais c'est moins marrant, mais c'est moins rigolo, mais c'est peut-être aussi un marché. Voilà, les toutes fêtes en fait, toutes fêtes, anniversaire, mariage, baptême, etc. Les divorces, non, c'est pas la peine. Non. Il y en a qui les fêtent, hein. Oui, il paraît, oui, il y en a qui le fêtent, mais je sais peut-être pas avec ou sans calligraphie, je ne sais pas. Voilà, donc on a appris plein de choses. Si vous voulez, en effet, des décorations de devanture, ça aussi c'est très important pour les boutiques, pour les commerçants. Adressez-vous à Sepicali, c'est sur Instagram, Sepicali, SEPICA2LI, sur un compte Instagram. On a tout dit? Oui, on a tout dit. Merci beaucoup, Sepideh. Merci à vous. Bon vent à toi. Merci.